première session de la matinée et la première appariement. Donc on va avoir 3 exposés sur cette thématique et donc on va commencer avec une première présentation de Marie Pellissier. Oh, merci Sylvie. Donc, oula, pas habituée. Alors, merci, oui. Donc, désolé, ou pas désolé, ça va pas parler de deep learning, de robotique ou de reconstruction 3D. Donc, voilà. Ça va. Ah, désolé. La porte est là, voilà. Du coup, oui, alors mon papier s'intitule Extraction et comparaison d'informations saillantes précisément, pose favorable et image de révélatrice d'un objet 3D. Donc, je fais partie de l'équipe REVA à l'IRI, donc qui organise. Et nous allons donc commencer. Hop, le pointeur. Je vais commencer par la problématique. Donc, qu'est-ce que nous souhaitons faire ici? Je vais vous proposer une méthode capable de mesurer la mise en valeur d'un objet 3D au sein d'une image 2D. Donc, tout simplement une méthode capable de quantifier cette mise en valeur. Ou en d'autres termes, une méthode capable de détecter quel point de vue est le plus avantageux pour notre objet 3D. Donc là, j'ai pris un petit exemple d'un canapé. Donc, je vous présente 2 points de vue et dans votre tête, essayez de choisir quel point de vue. Donc, ça semble assez évident, mais quel point de vue est le plus avantageux pour notre canapé? Je pense que c'est assez simple et j'espère que vous êtes d'accord avec moi que ce sera celui-là. On voit l'assise du canapé, on voit les détails des coussins, contrairement à la vue de 2 où là, la mise en valeur est vraiment absente. Donc, c'est ce que je vais appeler par la suite la pose favorable d'un objet. Maintenant, si on s'intéresse dans l'environnement dans lequel on peut placer ici le canapé, donc ça va être dans des images. Là aussi, je vous propose le choix entre 2 images. Donc, quelle est la plus avantageuse, celle que vous utiliserez pour vendre votre canapé? Voilà, s'il ressemble à ça, bien sûr. Alors moi, personnellement, je choisirais celle-ci. Alors pourquoi? Parce que le canapé est quand même assez dominant dans l'image, il est peu occulté, il est quand même au premier plan. Il n'y a pas trop d'objets qui sont plus tape à l'œil que lui, contrairement à celle de gauche où là, le canapé, il est vraiment enseveli sous pas mal d'objets. Donc c'est pour ça que nous allons appeler par la suite une image telle que celle de droite une image révélatrice de notre objet. Donc parce que tout simplement, il fait partie des éléments saillants, un mot important à retenir que je vais répéter souvent, de notre image. En parlant justement de saillance, il est légitime de se demander comment on peut l'extraire, comment on peut quantifier la saillance d'un objet, donc c'était notre canapé là, dans un contexte quelconque. Donc on veut que ce soit une tâche assez importante, mais tout aussi délicate, tout simplement parce qu'elle est subjective. Je vous ai demandé de faire dans votre tête le choix, et je vous ai montré mon avis, donc c'est pour ça que que la saillance est une tâche difficile à quantifier et à évaluer. Une autre contrainte qu'on s'est imposée, c'est qu'on veut une méthode automatique. On ne veut pas avoir le besoin de faire une étude utilisateur pour dire alors quelle image vous préférez pour vendre votre canapé. Voici le plan de cette présentation donc, qui va tourner autour des 2 principales études de ma contribution. Donc vous avez ici le premier sur les objets en 3D, donc c'était le premier exemple que je vous ai proposé avec les poses favorables. Et ici, l'étude sur les images, donc les environnements de notre objet. Donc là, c'est plus couple image-objet. Un peu de contexte sur ce premier papier. Donc je n'ai utilisé que des données statiques provenant de la base de données IKEA. Donc c'est pour ça peut-être que vous reconnaissez des meubles. Donc j'ai des très jolis modèles 3D de meubles IKEA, avec pour chacun de ces meubles des images du catalogue IKEA. Et plein d'autres informations telles que les boîtes en gobelins de nos objets dans les images, mais aussi les poses des objets dans les images. Donc ça, ce sera très utile pour la suite. Voici le rappel un peu des méthodes de manière classique. Donc beaucoup de papiers dans l'état de l'art traitent de la science. Et plus particulièrement, nous avons des papiers qui proposent déjà des méthodes pour mesurer cette mise en valeur. On va dire mesurer la subjectivité, parce que c'est quand même un choix personnel, donc la subjectivité. Vous avez ce premier papier qui propose une méthode qui se base sur la fidélité entre la couleur acquise et la couleur perçue. Vous avez ce deuxième papier qui, lui, se base sur la mesure de niveau de bruit et de netteté. Donc, c'est des problématiques proches de celles que je vous propose, mais pas exactement, parce que moi, ce que je vous propose ici,
c'est pour un objet 3D connu et une image, déterminer si elle est avantageuse, cette image, mais plus particulièrement, c'est d'extraire des points saillants de mon image, regarder parmi ces points lesquels sont des points caractéristiques de mon objet, et ainsi, en fonction de la quantité que j'arrive à détecter de points appartenant au canapé, je pourrais alors dire si notre image est jolie pour notre canapé ou si elle est avantageuse. Je vais donc procéder à une extraction d'éléments saillants, plus précisément sous la forme de primitives d'intérêt et encore plus précisément sous la forme de points d'intérêt qui sont les primitives les plus utilisées. Je ne vais rien vous apprendre aujourd'hui en vous disant qu'il existe des dizaines et des dizaines et des dizaines de méthodes de détecteurs capables d'extraire des points d'intérêt. Là, vous avez un résumé des grandes familles, premier ordre, deuxième ordre, base et région, version multi-échelle. Petit point sur le domaine du 3D, c'est qu'ici, je vous ai parlé d'objets 3D, mais on a fait le choix de représenter la 3D par des cartes de profondeur. Donc, vous allez voir par la suite. Donc, c'était un petit détail à préciser. Et la famille qui nous intéresse le plus ici, c'est la famille des courbures, et plus particulièrement le MCS. Donc, c'est juste une méthode qui utilise la science curvienne multi-échelle. Donc, la MCS utilise la science curvigne, d'où le nom, mais aussi a prouvé que cette méthode était capable d'extraire les éléments saillants d'une donnée. Donc, c'est super, c'est ce que j'ai envie de faire. Mais aussi a prouvé son efficacité pour détecter des points répétables, aussi bien en 2D qu'en 3D. Et ça tombe aussi bien, ce sont les deux modalités que j'ai ici. Premier aspect de ma contribution, les poses favorables. Donc là, on se concentre uniquement sur l'objet 3D en lui-même et on va étudier deux paramètres qui lui sont liés. Le premier, son orientation et le deuxième, sa position vis-à-vis de la caméra. En effet, je vais vous montrer qu'en fonction de comment on regarde l'objet ou à quel point il est éloigné de nous, on ne va pas récupérer la même quantité de points. C'est une réflexion assez intuitive, mais qui nécessitait d'être validée. Comment j'ai fait cela? Donc on va d'abord faire le paramètre orientation. J'ai mon joli étagère Billy. Comme je vous ai dit, je projette en carte de profondeur avec différentes orientations. J'applique la science curviligne. Donc la science curviligne me donne des cartes où seulement les points saillants ont été détectés. Donc là, vous les voyez en blanc. J'ai fait des cartes binaires. Et tout ce qui n'est pas saillant est donc en noir. J'obtiens donc des cartes avec des points. Il m'est facile de les extraire, de les compter et de vous proposer un classement des orientations plus ou moins favorables. Donc là, ça se lit de gauche à droite. Et nous partons du principe que plus j'ai réussi à récupérer de points, plus l'orientation sera favorable. Là, je vous fais le zoom sur deux résultats. Donc, résultat assez intuitif. Par exemple, si on prend la fameuse étagère Billy, à droite, vous avez les meilleures, les meilleures positions, donc les orientations les plus favorables. Donc, on retrouve les vues, on voit les étagères, et les vues de dos et de profil mal classées. Et pour le canapé, donc là, je n'ai pas le nom, désolé, mais c'est là où on voit les assises en premier et les vues de profil en dernier. Donc, c'est, comme je vous ai dit, assez intuitif, mais il fallait quand même qu'on s'en assure. Pour le paramètre position, c'est exactement la même chose. Je génère des cartes de profondeur avec différentes positions. J'applique ma séance curviligne et je vous propose également un classement partant du même principe, plus de points, meilleure position dans le classement. Donc là aussi, résultat assez intuitif, plus l'objet sera prédominant dans notre image, plus il nous sera facile d'extraire des points caractéristiques. Petite précision, on est à résolution constante. Voilà, si tout a la même taille, c'est normal. Donc là, c'est pareil, ça se lit de gauche à droite. Donc là, je viens de vous prouver que ces deux paramètres avaient une forte influence. Et là, ce que je vous montre, c'est lorsque je mélange les deux critères. Parce que chaque fois, à chaque étude, je fixais le deuxième. Donc là, ce qu'il faut retenir de ce classement de pose favorable, du coup, vu que je prends les deux paramètres en compte, c'est qu'aucun des deux paramètres n'est plus important que l'autre. Il n'y a pas un prédominant, voire même se compense. Vous avez en première position, on va dire, une position assez bonne, mais une orientation tout à fait correcte. Après, en deuxième position, une orientation très bien, mais une position, on va dire, si on est un peu perfectionniste, ça va. Après, vous avez une très très bonne position, mais une orientation pas du tout souhaitable, et etc. Voilà, tout ce qu'il faut retenir, c'est que ces deux paramètres sont importants à prendre en compte et qu'il n'y en a pas un à favoriser plus que l'autre. Deuxième aspect, alors là, c'est les images révélatrices. Donc, comment ça va se passer? Vous avez votre objet 3D, un ensemble d'images qui le contiennent, bien évidemment,
Et on veut classer ces images par pouvoir révélateur, comme on appelle ça, mais tout simplement, c'est les classer de la plus vendable, la plus avantageuse à la moins. Donc une image, on va dire révélatrice, si vous avez un peu compris ce que je veux dire par ce mot, c'est une image qui met le plus en avant, qui possède une grande quantité de points caractéristiques visibles, c'est important, de notre objet. Donc tout simplement, une image sera d'autant plus révélatrice que l'objet ne sera pas occulté, ne sera pas tronqué et soit au premier plan par exemple, comme notre fameuse image du canapé. Comment je peux élaborer ce classement? Donc tout simplement, on fait pareil. On a une nouvelle étagère. Je prends mon ensemble d'images. Petite précision à ce niveau-là, les images, comme je viens de vous démontrer, il y avait nos fameux 2 paramètres, orientation et position, qu'il faut prendre en compte. Là, dans cette première démarche scientifique, on a choisi de les fixer. Donc j'ai choisi les images de manière à avoir l'orientation la plus fixe et la position la plus équivalente dans toutes les images. Donc c'est à peu près le cas. Pour ne mesurer uniquement que la mise en valeur et ne pas être gêné par ces 2 biais. Donc voilà, fermeture de la parenthèse. J'ai donc mes images avec mon étagère. Il m'est possible, grâce à mon dataset, de générer les cartes de profondeur de ces objets avec la même position que dans les images. On ne change pas, on applique la science curviligne. Donc là, j'obtiens mes cartes avec les points saillants de mes objets. Donc on part du principe que c'est l'information maximale que je peux avoir, puisque là, dans les cartes de profondeur, il n'y a vraiment aucune occultation, rien n'est tronqué, il y a que l'objet. Donc c'est la quantité maximale d'informations que je peux retrouver dans mes images. Je fais pareil avec du coup mes images, mais contrairement à des cartes de profondeur, mes images sont texturées, ont des formes. C'est à ce niveau-là qu'on va introduire le détecteur que je vous ai parlé tout à l'heure, le MCS, donc Science Curviligne Multi-Échelle. Donc je vous épargne les noms, mais on obtient une carte de science curviligne multi-échelle. Donc tout simplement, c'est la même que celle d'en bas, sauf que c'est pour les images. Donc on a les points saillants de notre image. Et l'objectif suivant, c'est parmi tous ces points de détecter que ceux qui appartiennent à l'objet. Pour cela, on fait l'intersection entre nos 2 cartes, donc celle du haut et celle du bas. Et après, on applique un filtrage par fonction mathématique, comme j'ai utilisé par exemple la distance de Hausdorff, pour ne garder que les points, essayer de garder que les points appartenant à mon objet dans mon image. J'obtiens donc des cartes réponses. Et là, ça ne change pas. J'ai une carte avec des points. Je les extrais, je les dénombre. Et je vous propose le classement des images révélatrices. Donc, il se lit du bas vers le haut. Là, je vous zoome sur un résultat que je voulais vous présenter. Donc, il se lit de gauche à droite. Donc, le choix des images, de ces 5 images, n'est pas anodin. Par exemple, la première on l'a choisie parce qu'en fait, il n'y a que la table. Donc là, la mise en valeur, elle ne peut pas être meilleure. Il n'y a rien pour le cacher, il n'y a rien pour être plus tape à l'œil. C'est vraiment l'image, on va dire, parfaite pour la mise en valeur. Vous pouvez à la limite jouer sur le contraste avec le fond, mais pas plus. Du coup, on a choisi ça, on espérait l'obtenir en première position, que mon algorithme la place en première position, et ce fut le cas. Et ensuite, c'est la dernière. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est la même table, mais il y a une nappe. Donc concrètement, la mise en valeur, vu qu'on ne voit pas l'objet, c'est pas très bon. On voit à la limite le pied. Donc on espérait que notre algorithme la classe en dernière position et ce fut le cas. Donc on était assez contents. Et enfin, les 3 images du milieu, on va dire qu'elles sont équivalentes. Ce n'était pas vraiment des images déterminantes pour ces premiers travaux. C'est des images, on va dire qu'elles ont plus ou moins de contraste ou d'occultation, mais voilà. L'ordre de ces 3 à l'intérieur n'était pas important, c'était vraiment la première position et la dernière position qui était un enjeu. Voilà. Du coup, petit récapitulatif pour ceux qui sont sur leur téléphone. Je vous ai montré une méthode capable de mesurer l'intérêt d'un objet grâce à sa pose. Donc c'est ce que j'ai appelé pose favorable. Et une méthode capable de détecter la pertinence d'une image vis-à-vis d'un objet. La suite logique, de suite là que je suis en train de travailler, c'est de prendre en compte les 2 paramètres que je vous ai présentés, l'orientation et la position, que là j'ai fixé,
pour ce premier papier, mais il faudrait les prendre en compte dans mon gros algorithme que je viens de vous montrer pour déterminer le caractère révélateur d'une image et ne plus avoir à faire une sélection d'images avec la même orientation et position, vraiment être plus robuste. Et ma deuxième perspective, c'est comment vous expliquer ça, c'est de trouver une autre méthode capable de me générer des classements, on va dire, subjectifs. Parce que le problème ici, c'est que les résultats que j'ai, les classements que j'obtiens, je dis qu'ils sont bien ou pas bien, ça dépend de mon avis et de mes encadrantes. Mais il n'existe pas aujourd'hui d'étape de vérité terrain qui dit, bon, mais voilà, voici ces images, celle-là est plus jolie que celle-là. Non, c'est vraiment, soit on fait une étude utilisateur, soit on va utiliser les réseaux de neurones pour essayer d'avoir un classement. Mais voilà, c'est l'étape de validation qui manque à ce niveau-là. Mais vu que c'est des résultats assez intuitifs, on espère que vous avez le même avis que nous. Mais voilà, donc c'est ça, c'est comparer mes classements avec des classements d'une autre méthode objective qui ne dépend pas d'avis en plus féminin. Voilà, nous n'avons pas le même niveau, ça dépend de chacun. Voilà, et du coup, je vous remercie. Merci Marie. Bon, moi je te dis, si je regardais mon téléphone, c'était pour vérifier l'heure. Et toi, tu as le droit. Je ne peux pas poser de questions, donc allez-y si vous avez des questions. Petite question sur la... Ah, pardon. Non, allez-y d'abord. Oui. Sur la première partie de ton exposé, tu as fait le choix de travailler uniquement sur les cartes de profondeur. Oui. Et donc tu as fait le choix de ne pas du tout mettre de rendu d'image à partir de tes cartes de profondeur. Et donc de calculer directement ton détecteur MECS sur la profondeur. Et pourquoi il y a parce qu'on peut penser quand même que c'est quand même une image à la fin. Donc, Les cartes de profondeur? Non, je veux dire, ce qui fait qu'une vue est, comment tu dis, pertinente ou... Révélatrice. Voilà, révélatrice. C'est quand même sur une image. Oui. Donc, pourquoi il n'y a pas la phase de rendu à partir de la carte de profondeur? Pourquoi ne pas utiliser un moteur de rendu pour avoir quelque chose de peu plus proche de l'image? Ouais. Mais tu parles de quelle partie? La partie celle-ci ou avant? Non, la partie 1. Celle-là, là ben, en fait, là, on a fait le choix de... C'est vraiment que l'objet 3D en lui-même que j'ai pris. Je l'ai tourné et juste projeté. Et il n'y a pas d'histoire d'image, de pose, ni rien. C'est vraiment l'objet que j'ai fait tourner et que je projette. Et là, j'essaie d'extraire les points. Il y a pas... C'était vraiment, on voulait dissocier. On l'abstrait de l'éclairage. Voilà, c'est ça, totalement. C'est le mesh. Je le tourne, je projette, je vois ce que j'ai. Parce que, en fait, l'idée, c'était d'avoir le lien entre les deux parties, c'est quand même la carte de profondeur. Parce que là, dans la deuxième partie, oui, parce qu'en fait, j'en ai pas parlé, mais l'idée de ma thèse, c'est d'être multimodal. Donc, le premier papier, là, on n'a pas fait de... C'est pour ça que je vous ai précisé que je fais du statique. Donc, on a dit, donc ici, on va dire, le multimodal, ça va être image et objet 3D. Et c'est pour ça qu'on s'est fixé au début pour 2 modalités. Et l'idée, après, c'est d'en rajouter. Mais voilà, donc c'était vraiment une étude préliminaire sur les cartes de profondeur, voir comment on gère ça. Et après, là, bien sûr, les cartes de profondeur que j'ai, c'est pas moi qui les ai créées, c'est vraiment l'objet dans l'image. Je l'ai là, je sais comment la travailler, et après, je peux... Et sur les cartes de profondeur, j'utilise que la séance curviligne. Le détecteur multi-échelle, c'est pour les images. Voilà. Oui. J'avais une question concernant un peu plus les perspectives. Quand vous faites dans votre classification d'images, Oui. vous obtenez des caractéristiques sur le fait de photographier donc, un meuble d'une telle distance avec un tel angle. Oui. Est-ce que vous pensez que ces caractéristiques pourraient être reprises pour après guider je sais pas, les photographes de catalogue pour inciter en fait, une méthode sur la valorisation d'un meuble? Mais, on a... alors, je ne sais plus le nom de l'entreprise. Avec Julien. Innersense, voilà. Justement, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent en ce moment, je refais, la boîte, c'est aider à mettre des meubles dans des pièces, donc ils font de l'in-painting et tout. Et là, ils sont en train d'essayer d'avoir du réseau neurone, des méthodes automatiques pour proposer à des clients des arrangements. Voilà, j'ai mon salon, je veux tel meuble, proposez-moi une organisation de mon salon qui me plaît.
Donc c'est eux, ils ont des architectes, des designers et tout, ils aimeraient avoir une méthode automatique. Et du coup, on a pensé à ça nous fait tilt chaque fois avec eux, parce que c'est un partenaire. Et ça pourrait, par exemple, ma méthode, ils me donnent leur modèle et je peux leur dire, bon, mais là, le canapé, il est un peu caché par ça. Voilà, c'est une première manière d'automatiser sans avoir besoin de l'œil d'un professionnel derrière. Je pensais même par rapport au cinéma, même sur l'idée de positionner des plans. Oui, aussi, tout à fait. Là, c'est comment choisir un point de vue pour mettre à valeur quelque chose. Là, j'ai pris Ikea parce que j'ai pas de code promo, désolé, mais voilà. Merci. On a peut-être le temps pour une question, le temps que l'orateur suivant vienne s'installer. Hernan Carillo. Merci. Donc, vas-y. Merci pour ton exposé. Merci. Est-ce qu'un faible contraste dans les images peut empêcher la détection du point saillant ? Totalement. C'est un des principaux enjeux de ça. Et là, j'ai pas d'image sous la main, mais oui, là, j'imagine comme nous tous, nous avons choisi nos données pour qu'elles soient jolies. L'image que tu vois, j'ai un pointeur, celle-là, l'étagère, je l'avais en blanc aussi. Là, je vous ai mis la noire pour vraiment que ça se voit. Mais dans le classement, bien sûr qu'elle y est en blanc et elle sera d'autant moins classée. Mais c'est pour ça qu'on a choisi le détecteur MCS, je fais l'abréviation. Il a prouvé qu'il était capable de déterminer les éléments saillants même avec faible contraste. Mais c'est vrai que si j'ai un canapé blanc avec un mur blanc, des coussins blancs, mais après c'est ce qu'on veut et moi, enfin c'est mon avis personnel. Si je veux vendre, si Ikea me demande de choisir entre une image où j'ai un canapé blanc, fond blanc, coussin blanc et un canapé le même rouge avec un fond bleu, après j'aime pas le rouge, mais bon voilà, mais il sera mieux, si je suis objective, il sera mieux mis à valeur, plus il y aura de contraste. Oui, c'est tout l'enjeu du détecteur, c'est la clé en fait, le contraste. Pour cette étude-là, après on mettra l'orientation, la position en jeu, mais là c'était vraiment la mise en valeur, c'est le contraste. Merci. Hop. Est-ce que tu es prêt ou pas? C'est prêt ou pas? Ouais. Ouais. Ok. Bon, on va arrêter là. Ouais. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On remercie encore une fois Marie. Merci.